dans le numéro 675 de mars 2003, le journaliste Rémi Kauffer écrivait un article relatif à la CIA et au financement de la construction européenne. Le titre « Quand la CIA finançait la construction européenne ». De 1949 à 1959, en pleine guerre froide, les Américains, par l'intermédiaire de leur service secret et du Comité pour l'Europe unie, versent l'équivalent de 50 millions de dollars actuels à tous les mouvements pro-européens, parmi lesquels ceux du Britannique Winston Churchill ou du Français Henri Freinet. Leur but, contenir la poussée soviétique. À 82 ans, Henri Freinet, le pionnier de la résistance intérieure, fondateur du mouvement Combat, arbore une forme intellectuelle éblouissante malgré sa surdité de l'oreille droite et sa récente opération de l'estomac. Pourtant, il n'a plus que 3 mois à vivre. En ces jours de mai 1988, il me parle de l'Europe dans son appartement de Boulogne-sur-Seine, de cette Europe fédérale dont il a rêvé en vain entre 1948 et 1954. De la dette aussi que, en cas de succès, le vieux continent aurait contracté envers les Américains, ceux notamment du Comité, et d'insister une fois, 2 fois, 10 fois, tandis que moi je m'interroge. Pourquoi diable ce mystérieux Comité revient-il à une telle fréquence dans nos conversations ? Pourquoi ? Mais parce que Freinet me confie, avec il est vrai d'infinies précautions de langage, son ultime secret. L'aide financière occulte de la CIA via l'American Committee for United Europe, le comité à l'Union européenne des fédéralistes dont il a été le président. Pour reconstituer cette filière inédite, il me faudra une quinzaine d'années. Un jeu qui en valait la chandelle, puisqu'il me permet d'ouvrir pour les lecteurs d'Historia la porte d'un des compartiments les plus secrets de la guerre froide. Tout commence à l'automne 1948. Déjà coupée en deux, l'Europe vit sous la menace d'une invasion totale par l'armée rouge. Au coup de Prague en février, vient de succéder en juin le blocus de Berlin. Un petit cénacle de personnalités de l'ombre jette alors les bases de l'American Committee for United Europe, la CUE. Son existence sera officialisée le 5 janvier 1949 à la maison de la fondation Woodrow Wilson de New York. Politiques, juristes, banquiers, syndicalistes vont se mêler au sein de son conseil de direction. De hautes figures gouvernementales, aussi comme Robert Patterson, le secrétaire à la guerre, James Webb, le directeur du budget, Paul Hoffman, le chef de l'administration du plan Marshall, ou Lucius Clay, le proconsul de la zone d'occupation américaine en Allemagne. Bien tranquilles, ces Américains-là ? Non, car la véritable ossature de l'ACE est constituée d'hommes des services secrets. Prenez son président, William Donovan, né en 1883 à Buffalo. Cet avocat irlando-américain au physique de bulldog, surnommé Wild Bill par ses amis, connaît bien l'Europe. En 1915, il y remplissait déjà une mission humanitaire pour le compte de la fondation Rockefeller. 2 ans plus tard, Donovan retrouvait le vieux continent pour y faire cette fois une grande guerre magnifique. Redevenu civil, Wild Bill va se muer en missus Dominicus du gouvernement américain. Ces pas d'émissaires officieux le portent vers l'Europe pour des rencontres parfois imprévues. En janvier 1923, alors qu'il goûte un repos bien mérité, sa femme russe et lui devront ainsi subir une soirée entière les vociférations d'un autre habitué de la pension Moritz de Berchtesgaden.
17 ans plus tard, l'agité, un certain Adolf Hitler, s'est rendu maître de la partie continentale de l'Europe, et c'est Wild Bill que Franklin Roosevelt, inquiet, dépêche à Londres s'enquérir auprès de Winston Churchill du potentiel britannique face à l'avancée nazie. En juin 1942, Donovan, homme de confiance du président démocrate pour les affaires spéciales, crée l'Office of Strategic Services, OSS, le service secret américain du temps de la Seconde Guerre mondiale dont il devient le chef et qu'il quittera à sa dissolution en septembre 1945 sans perdre le contact avec l'univers du renseignement. Wild Bill tisse des liens privilégiés avec la Central Intelligence Agency, la CIA, créée officiellement le 15 septembre 1947 par une loi sur la sécurité nationale signée par le successeur de Roosevelt, Harry Truman. Prenez le vice-président de la CE, Walter Bedell Smith, ancien chef d'état-major d'Eisenhower pendant la Seconde Guerre mondiale, puis ambassadeur des États-Unis à Moscou. À partir d'octobre 1950, celui que ses amis surnomment le Scarabée, Beetle en anglais, va prendre les commandes de la CIA. 1950, c'est justement l'année où des universitaires comme Frederick Burkhardt et surtout William Lenga, historien à Harvard, lancent la section culturelle de la CUE. Ces deux proches de Donovan ont servi autrefois dans les rangs de l'OSS. Lenga en a dirigé le service recherche et analyse et, excellent connaisseur de la politique française, a même commis après-guerre un ouvrage savant qu'il s'efforçait de dédouaner. Ouvrage s'intitulant Le jeu américain à Vichy, publié chez Plon en 1948. Prenez surtout Allen Dulles. À l'été 1948, c'est lui qui a inventé le comité avec Duncan Sandys, le gendre de Churchill, et George Franklin, un diplomate américain. Principal associé du cabinet de juristes Sullivan et Cromwell, Dulles n'impressionne guère de prime abord avec ses fines lunettes, ses éternelles pipes de bruyère et ses vestes en tweed. Sauf qu'avec ce quinquagénaire, un maître espion entre dans la danse. Retour à la case Seconde Guerre mondiale, chef de l'OSS à Berne, Dulles noue en février 1943 des contacts avec la délégation de combat en Suisse. Un temps, il assurera même le financement du mouvement clandestin, coup de poignard dans le dos du général de Gaulle, s'insurge Jean Moulin au nom de la France libre. Survie de la résistance intérieure menacée d'étranglement financier, rétorque Freinet. Pensant d'abord à ses camarades dénués de moyens, aux maquisards en danger, il ne voit pas pourquoi Combat devrait se priver d'un argent allié versé, c'est convenu, sans contrepartie politique. Cette affaire suisse va empoisonner un peu plus encore ses rapports avec Jean Moulin. En 1946, Dulles démissionne des services secrets, pour en devenir aussitôt l'éminence grise, prenant une part prépondérante à la rédaction du texte de loi présidentielle sur la sécurité nationale. Cofondateur à ce titre de la CIA, pour les initiés l'agence ou mieux la compagnie, Dulles pense qu'en matière d'action clandestine, privés et publics doivent conjuguer leurs forces. C'est lui qui a déjà inspiré par l'intermédiaire de ses amis du Brook Club de New York le versement des subsides de grosses sociétés américaines à la démocratie chrétienne italienne menacée par un parti communiste surpuissant. En 1950, il va reprendre officiellement du service comme bras droit du Scarabée d'abord, comme son successeur à la tête de la CIA ensuite. De février 1953 à septembre 1961, au record de longévité d'autant plus impressionnant que son frère aîné, John Foster Dulles, restera lui ministre des Affaires étrangères de 1953 à sa mort de maladie en mai 1959. Étonnant creuset que la CUE, ou des personnalités de la haute société et ou de la CIA, côtoient les dirigeants de la puissante centrale syndicale, American Federation of Labor, l'AFL, dont ils partagent l'aversion du communisme. Exemple. David Dubinsky, né en 1892 à Brest-Litovsk en Russie, dirige le syndicat international de la confection pour dames. 45 000 adhérents à son arrivée en 1932, 200 000 à la fin des années 40. Ennemi acharné des nazis hier,
les syndicalistes proches de la CUE sont presque tous juifs, c'est aux commis, les cocos, qu'il en veut dorénavant. J. Lowe Stone aussi. Conseiller politique de la FL, ce lituanien d'origine sait de quoi il parle. Avant sa brutale exclusion, puis sa lente rupture avec le marxisme, il fut entre 1925 et 1929 le secrétaire général du Parti communiste américain. Autre recrue de choix du comité, Arthur Goldberg, le meilleur juriste de la FL, futur secrétaire au travail du président Kennedy, puis juge à la Cour suprême. Goldberg, né en 1908, a dirigé l'aile syndicale de l'OSS. À ce titre, il fut en son temps le supérieur hiérarchique d'Irving Brown, son cadet de 2 ans. Brown, représentant de la FL pour l'Europe, et grand dispensateur de dollars aux syndicalistes modérés du vieux continent. Puisant dans les fonds secrets de la toute jeune CIA, laquelle finance depuis 1946 toutes les opérations anticommunistes de la FL, ce dur à cuire ne ménage pas, par exemple, son soutien à Force ouvrière, la centrale syndicale née fin 1947 de la scission de la CGT. Lire, derrière Force ouvrière, Brown, l'ami américain, dans Historia numéro 621 de décembre 1997. Pure et dure, la ligne Brown contraste d'ailleurs avec celle plus nuancée de la CIA. À la compagnie, on aurait préféré que les non-communistes restent dans le giron de la CGT, même contrôlés par le PCF. C'est qu'au-delà des hommes, il y a la stratégie d'ensemble. Face à l'Union soviétique, Washington développe 2 concepts clés, le containment, c'est-à-dire l'endiguement, et le plan Marshall. L'idée de containment revient à un diplomate russophone, George Kennan, qui la développe dès juillet 1947 dans un article de la revue Foreign Affairs. L'élément majeur de la politique des États-Unis en direction de l'Union soviétique doit être celui d'un endiguement à long terme, patient mais ferme, des tendances expansionnistes russes. Le plan Marshall, lui, porte la marque de son inventeur, le général George Marshall, chef d'état-major de l'US Army pendant la guerre et désormais ministre des Affaires étrangères du président Truman. En apportant une aide massive aux pays d'Europe ruinés, les États-Unis doivent, selon lui, faire coup double. 1. Couper l'herbe sous le pied des partis communistes par une hausse rapide du niveau de vie dans les pays concernés. 2. Empêcher leur propre industrie de sombrer dans la dépression en lui ouvrant de nouveaux marchés. Pour le tandem Marshall-Kennan, pas de meilleur outil que la CIA. Lire l'interview d'Alexis Debat, page 51. Et c'est naturellement un autre ancien de l'OSS, Frank Wisner Jr., qu'on charge de mettre sur pied un département autonome spécialisé dans la guerre psychologique, intellectuelle et idéologique. L'Office of Policy Coordination. Si ce bon vieux Wiz ne fait pas partie du comité, ces hommes vont lui fournir toute la logistique nécessaire. Mais chut, c'est top secret. La CUE allie sans complexe une certaine forme de messianisme américain avec le souci de la défense bien comprise des intérêts des États-Unis. Messianique, cette volonté bien ancrée de mettre le vieux continent à l'école du Nouveau Monde, phare de la liberté menacée, l'Amérique a trouvé la première la voie d'une fédération d'États, succès si resplendissant que l'Europe n'a pu qu'à l'imiter. Cet européanisme made in Washington comporte sa part de sincérité. Il m'appelle le père du renseignement centralisé, mais je préférerais qu'on se souvienne de moi à cause de ma contribution à l'unification de l'Europe, soupire ainsi Donovan en octobre 1952. De sa part de calcul aussi, car en décembre 1956, 3 mois avant sa mort, le même Donovan présentera l'Europe unie comme un rempart contre les menées agressives du monde communiste. En d'autres termes, un atout supplémentaire de la stratégie américaine conçue par Marshall, Kennan et leurs successeurs. Construire l'Europe, c'est remplir un vide continental qui ne profite qu'à Staline, donc en dernier ressort, protéger les États-Unis. Ajoutons une troisième dimension. Dans l'esprit des hommes de la compagnie,
Rien de plus noble qu'une action clandestine au service de la liberté. Tout officier de la CIA le sait, les États-Unis sont nés pour une bonne part du soutien des agents de Louis XVI, Beaumarchais en tête aux insurgés nord-américains. Ainsi, l'opération American Committee, la plus importante et de loin menée par l'agence en Europe pendant la guerre froide, se retrouve-t-elle justifiée par l'histoire? Pour chaleureuse qu'elle soit, l'amitié franco-américaine ne saurait toutefois distendre le lien spécial entre Grande-Bretagne et États-Unis. En foi de quoi, Comité et compagnie tournent d'abord leur regard vers Londres. Hélas, Churchill, battu aux législatives de 1945, ronge ses griffes dans l'opposition. Le nouveau secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, Ernest Bevin, a bien proclamé le 2 janvier 1948 aux communes « Les nations libres d'Europe doivent maintenant se réunir ». N'empêche que ses collègues du cabinet travailliste et lui repoussent avec horreur la perspective d'une véritable intégration continentale. Non pas que Bevin craigne de s'affronter aux communistes, 2 jours après son discours de janvier, il crée un organisme clandestin de guerre idéologique, l'Information Research Department. Ce même IRD, qui, jugeant La ferme des animaux et 1984 plus efficace que 1000 brochures de propagande, va contribuer à diffuser partout dans le monde les œuvres de George Orwell. Mais la carte Europe unie, alors là, non. Cette carte, Churchill la joue-t-il de son côté par conviction profonde ou par aversion pour ses rivaux politiques de la gauche? Le fait est que le 19 décembre 1946 à Zurich, le vieux lion appelle à un axe anglo-franco-allemand, élément majeur selon lui d'une espèce d'États-Unis d'Europe. En mai 1948, Duncan Sandys taille aux mesures de son homme d'État de beau-père le congrès européaniste de La Haye. En octobre 1948, Churchill crée l'United European Movement, le mouvement européen, qu'il en devient président d'honneur aux côtés de 2 démocrates chrétiens, l'italien Alcide De Gasperi et l'allemand Konrad Adenauer, et de 2 socialistes, le français Léon Blum et le belge Paul-Henri Spaak. Malheureusement pour les amis américains, cette tendance unioniste ne propose, à l'exception notable de Spaak, que des objectifs européens limités, reconstruction économique et politique sur une base démocratique, d'accord, mais sans transfert même partiel de souveraineté. Le comité et la tendance fédéraliste dont Henri Freinet émerge comme la figure emblématique, veulent eux aller beaucoup plus loin. Aux heures les plus noires de la Seconde Guerre mondiale, Freinet, patriote mondialiste, a conçu l'idée d'un vieux continent unifié sur une base supranationale. En novembre 1942, révélera 40 ans plus tard Robert Belot dans le remarquable travail sur Freinet, qui vient de lui valoir l'habilitation à diriger des recherches à l'université, le chef de combat écrivait au général de Gaulle qu'il faudrait dépasser l'idée d'État-nation, se réconcilier avec l'Allemagne d'après-guerre et construire une Europe fédérale. Logique avec lui-même, Freinet se jette dès 1946 dans cette croisade européaniste aux côtés d'Alexandre Mark, né Lipiansky, à Odessa en 1904. Ce théoricien du fédéralisme a croisé la trajectoire de Freinet à Lyon en 1941, puis après-guerre. À rebours de l'européanisme de droite inspiré des thèses monarchistes maurassiennes ou du catholicisme social, les 2 amis s'efforcent de gauchir le fédéralisme français, alors fort de plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. Ainsi que me l'assura l'ancien chef de combat en 1988. Orientée à gauche, l'Union européenne des fédéralistes, l'UEF, est créée fin 1946. Elle va tenir son propre congrès à Rome en septembre 1948. Freinet en devient le président du bureau exécutif flanqué de l'ex-communiste italien Altiero Spinelli, prisonnier de Mussolini entre 1927 et 1937, puis assigné à résidence, et de l'Autrichien Eugen Kogon, victime lui du système concentrationnaire nazi qu'il décortiquera dans l'État SS, Le Seuil, réédition 1993. À ces 3 dirigeants d'atténuer le profond malaise né de la participation de nombreux membres de l'UEF au congrès de La Haye où Churchill et son gendre Sandys les ont littéralement roulés dans leur farine unioniste.
Faut-il choisir entre le vieux lion et le pionnier de la résistance intérieure française à l'internationalisme si radical? Perplexité au comité, donc à la CIA, pour Churchill. Sa stature d'homme d'État, d'allié de la guerre, sa préférence affichée pour le grand large, les États-Unis, contre son refus acharné du modèle fédéraliste si cher aux européanistes américains et bientôt ses violentes querelles avec le très atlantiste SPAC. En mars 1949, Churchill rencontre Donovan à Washington. En juin, il lui écrit pour solliciter le versement de fonds d'urgence. Très riche à titre personnel, l'ancien Premier ministre britannique n'entend pas puiser dans sa propre bourse. Quelques jours plus tard, Sandys appuie par courrier la demande de son beau-père. De l'argent vite, sinon le mouvement européen de Churchill s'effondre. Comité et CIA, la principale bailleuse de fonds, débloque alors une première tranche équivalente à un peu moins de 2 millions de nos euros. Elle permettra de préparer les premières réunions du Conseil de l'Europe de Strasbourg, qui associe une assemblée consultative sans pouvoir réel à un comité des ministres statuant, lui, à l'unanimité. Pour soutenir leurs partenaires du vieux continent, ACUE et CIA montent dès lors des circuits financiers complexes. Les dollars de l'oncle Sam, l'équivalent de 5 millions d'euros entre 1949 et 1951, le même montant annuel par la suite, proviennent pour l'essentiel de fonds alloués spécialement à la CIA par le département d'État. Ils seront d'abord répartis sous le manteau par les chefs du mouvement européen, Churchill, son gendre, le secrétaire général Joseph Ratzinger et le trésorier Edward Bedington Behrens. En octobre 1951, le retour de Churchill à Downing Street, résidence des premiers ministres anglais, ne tarira pas ce flot. Entre 1949 et 1953, la CIA va en effet verser aux unionistes l'équivalent de plus de 15 millions d'euros, à charge pour eux d'en redistribuer une partie à leurs rivaux de la Fédération. La tendance de droite du fédéralisme français, laquelle reverse ensuite sa quote-part à l'UEF. Somme substantielle mais sans commune mesure avec la manne que l'appareil stalinien international, le Cominform, investit au même moment dans le financement souterrain des partis communistes nationaux ou des innombrables fronts de masse. Fédération syndicale mondiale de Prague, mouvement de la paix, mouvement de jeunesse, d'étudiants, de femmes. Pour Freinet, c'est clair, l'Europe fédérale constitue désormais le seul bouclier efficace contre l'expansionnisme communiste. Mais comment aller de l'avant quand le nerf de la guerre manque si cruellement? L'UEF n'est pas riche, son président encore moins, dont la probité est reconnue de tous. Après son passage au ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Freinet, ancien officier de carrière sans fortune personnelle, a quitté l'armée au titre de la loi Diethelm de dégagement des cadres. Comme au temps de l'affaire suisse, le salut financier viendra-t-il de l'allié américain? Oui, assure dès l'été 1950 les hommes de la CUE à un représentant français de l'UEF en visite à New York. Conforme à la position officielle du gouvernement américain en faveur de l'intégration européenne, le raid ne sera soumis à aucune contrepartie politique ou autre, condition sine qua non aux yeux d'Henri Freinet. Et de fait, à partir de novembre 1950, la CUE va financer secrètement à hauteur de 600 000 euros l'une des initiatives majeures de Freinet et des fédéralistes de gauche. La création à Strasbourg, en parallèle du très officiel Conseil de l'Europe, d'un congrès des peuples européens, aussi appelé Comité européen de vigilance. S'associeront à ce projet des socialistes, Édouard Depreux, des religieux, le père Chaillet, fondateur de Témoignages chrétiens, des syndicalistes, des militants du secteur coopératif, des représentants du patronat et même des gaullistes tels Michel Debré ou Jacques Chaban-Delmas. Mal conçue médiatiquement, l'affaire échoue de peu, raison de plus pour accentuer le soutien financier œuvre du secrétaire général de la CUE, Thomas Braden. Connu pour ses opinions libérales, cet ami du peintre Jackson Pollock n'a pas hésité quand Donovan, son ancien patron à l'OSS, lui a demandé de quitter la direction du musée d'armes modernes de New York.
En juillet 1951, Freinet effectue à son tour le voyage des États-Unis sous les auspices du Congrès pour la liberté de la culture, une organisation que nous retrouverons bientôt. L'occasion de rencontrer les dirigeants du comité et ceux de la Fondation Ford, mais pas ceux de la CIA avec lesquels il n'entretiendra jamais de rapport direct, pour leur faire part des besoins matériels des fédéralistes. Message reçu 5 sur 5 par les Américains. À cette date, Braden ne figure plus parmi les dirigeants officiels de la CEE. En vertu du principe des vases communicants, l'agent secret Estet vient en effet de rejoindre Dulles à la CIA. Les deux hommes partagent cette idée de bon sens. Face aux communistes, ce ne sont pas les milieux conservateurs qu'il faut convaincre, mais la gauche anti-stalinienne européenne, dont Freinet constitue l'un des meilleurs représentants. Braden va plus loin. Comme l'adversaire rassemblé au sein du Cominform, structurons-nous au plan mondial par grands secteurs d'activité. Intellectuels, jeunes, syndicalistes réformistes, gauche modérée, plaide-t-il. D'accord, répond Dulles. Naît ainsi la division des organisations internationales de la CIA. Dirigée par Braden, cette direction centralise, entre autres, l'aide de la compagnie via la CEE aux fédéralistes européens. En 1952, l'American Committee for United Europe finance ainsi l'éphémère comité d'initiative pour l'Assemblée constituante européenne dont Spaak sera président et Freinet le secrétaire général. Brouillé avec la fédération, leur rival de droite qui servait jusque-là d'intermédiaire pour le versement des fonds CIA à CEE par le truchement du mouvement churchillien, les amis de Freinet sont très vite au bord de l'asphyxie. Pour parer à l'urgence, Braden, virtuose du financement souterrain au travers de fondations privées plus ou moins bidons, va cette fois mettre en place une procédure de versement direct aux fédéralistes de gauche par des antennes paragouvernementales américaines. À Paris, plaque tournante des opérations de la CIA en Europe avec Francfort, on opérera par le biais de l'Office of Special Representative, conçu à l'origine pour servir d'interface avec la toute jeune communauté européenne du charbon et de l'acier CK, ou de l'US Information Service U6. Par la suite, un bureau ACUE proprement dit sera ouvert. Jean Monnet. Des liens troubles avec les services américains. Comme Jean Monnet, président de la CK, Freinet caresse en cette année 1952 l'idée d'une armée européenne, pas décisif vers l'Europe politique selon lui. L'ACUE approuve chaudement. Prévu par le traité de Londres de mars 1952, cette communauté européenne de défense, CED, comprendrait, c'est le point le plus épineux, des contingents allemands. Reste à faire ratifier le traité par le Parlement national. Freinet s'engage avec enthousiasme dans ce nouveau combat, pour se heurter une fois encore à De Gaulle qui refuse la CED au nom de la souveraineté nationale et déjà du projet ultra-secret de la force atomique française, ainsi qu'aux communistes hostiles par principe à tout ce qui contrarie Moscou. D'après les éléments recueillis par Robert Belot, dont la biographie du chef de combat devrait sortir ce printemps au Seuil, Freinet demandera même à la CUE de financer l'édition d'une brochure réfutant les thèses gaullistes sur la CED. Staline meurt en mars 1953. L'année suivante, Cord Meyer Jr., un proche de la famille Kennedy, remplace Braden à la tête de la division des organisations internationales de la CIA. Mais 1954 verra surtout cet échec cuisant des européanistes. L'enterrement définitif de la CED, Communauté européenne de défense. Découragé, Freinet abandonne alors la présidence de l'Union européenne des fédéralistes. À partir d'octobre 1955, les amis américains reportent donc leur espoir sur un nouveau venu, le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe de Jean Monnet. Lié à Donovan, et surtout à l'ambassadeur américain à Paris, David Bruce, un proche de Frank Wisner, Monnet est trop fin connaisseur du monde anglo-saxon pour accepter directement les dollars de la CIA. Compte tenu de sa prudence de Sioux, l'aide américaine à son courant européaniste devra emprunter d'autres voies.
En 1956, Monet se voit ainsi proposer l'équivalent de 150 000 € par la fondation Ford. Une offre qu'il décline, préférant que cet argent soit versé au professeur Henri Lubben, un économiste et universitaire suisse pro-européen qui vient d'être nommé chargé de mission aux hautes études commerciales de Lausanne. Lubben utilisera ces fonds en toute transparence financière pour créer un centre de recherche européen. En 1958, le retour du général de Gaulle, radicalement hostile aux thèses fédéralistes, annihile les derniers espoirs de l'UEF et de ses amis américains. Dissolution de la CUE dès mai 1960, puis cessation des financements occultes par la CIA s'ensuivent. En 12 ans, la compagnie aura quand même versé aux européanistes de toute tendance l'équivalence de 50 millions d'euros, sans être jamais prise la main dans le sac. Mais pourra-t-on préserver longtemps le grand secret? La première alerte éclate dès 1962. Trop précise sur les financements américains, une thèse universitaire sur les mouvements européanistes doit être enterrée d'urgence en Angleterre. Ce remarquable travail est l'œuvre du fils d'un camarade de résistance de Freinet, Georges Rebattet, créateur en avril 1943 du service national Maquis. Georges Rebattet, le successeur de 1952 de Joseph Ratzinger, comme secrétaire général d'un mouvement européen, dont il a d'ailleurs assaini pour une bonne part le financement. Deuxième secousse au milieu des années 60. L'étau de la presse américaine, le New York Times et la revue gauchiste Rampart, se resserrent sur une des filiales du Trust Braden-Meyer. Le Congrès pour la liberté de la culture, où se côtoyaient des intellectuels antitotalitaires européens de haute volée, Denis de Rougemont, Manès Sperber, Frank Borkenau, Ignacio Silone, Arthur Koestler, ou par éclipse Malraux et Raymond Aron. Financé par la CIA au travers de la fondation Fairfield, le Congrès édite en français l'une de ses revues les plus prestigieuses, Preuve. Jouant la transparence, Braden jette alors son pavé dans la mare. « Je suis fier que la CIA soit immorale », déclare-t-il en 1967 au journal britannique Saturday Evening Post. Auquel il confie des révélations sensationnelles sur le financement occulte par la CIA du Congrès pour la liberté et sur le rôle d'Irving Brown dans les milieux syndicaux. Silence radio. En revanche, sur le soutien au mouvement européaniste, le secret des secrets. Ultime rebondissement à partir de juin 1970, quand le conservateur anglais pro-européen, Edward Heath, arrive à Downing Street. À sa demande, l'Information Research Department lance une vaste campagne pour populariser sous le manteau l'européanisme dans les médias et les milieux politiques britanniques. En 1973, l'Angleterre fait son entrée dans le marché commun. Le 5 juin 1975, 67,2% des électeurs britanniques ratifient la décision par référendum. Dans ce renversement de tendance en faveur de l'Europe, un homme s'est jeté à corps perdu. Nul autre que le chef de la station de la CIA de Londres, Cord Meyer Jr. Ce bon vieux Cord qui remplaçait 20 ans plus tôt son copain Braden à la tête de la division des organisations internationales de la compagnie, c'est-à-dire de la CIA. Article de Rémi Carfer, revue Historia, mars 2003, numéro 675, disponible pour preuve en PDF.